comme les autres religions, le protestantisme aurait dû ou aurait pu marquer le territoire. Il ne l'a pas fait, pourquoi? Pour les raisons historiques que tout le monde connaît, du reflux du protestantisme sous les coups répétés de la monarchie qui, pendant 3 siècles, va empêcher que puisse se manifester cette nouvelle religion, ou en tout cas cette nouvelle version du christianisme. Ce qui explique que, par une sorte de contradiction, la marque du protestantisme, c'est de ne pas laisser de marque. C'est finalement d'être absent du paysage, puisque les temples qui avaient été édifiés au XVIe siècle ou plus tard, que les manifestations extérieures, les chants par exemple, la culture qui est transmise notamment par l'enseignement, vont être complètement interdits, vont donc disparaître du paysage. Et d'ailleurs, c'est plus difficile que pour toute autre réalité de retrouver la trace du protestantisme en France. On pourrait dire oui, mais la Révolution est passée par là, et donc le protestantisme n'est plus interdit. C'est vrai, mais justement, 3 siècles, disons, de vie à l'écart ou cachée, ont induit une culture, on dirait au mieux de la discrétion, je ne dis pas du camouflage, qui est peut-être un des traits marquants du calvinisme en France. Les protestants, après la Révolution, sont réintégrés comme des citoyens normaux, et leur seul désir, c'est d'être traités comme n'importe qui, de ne pas avoir de place à part, de ne pas être forcément visible en tant que communauté. Et c'est très important parce que, au fond, ce trait de discrétion, il va de pair avec une culture calviniste du retrait, de la modération. À la différence du catholique, le protestant ne jouit pas des biens de ce monde, donc ne s'affiche pas, ne va pas montrer ni sa richesse, ni son activité de manière ostentatoire, va réinvestir ce qu'il a pu gagner, et donc il n'a pas besoin de laisser des traces visibles. Finalement, quelqu'un qui n'est pas très averti de ce qu'est le protestantisme peut tout à fait passer à côté d'un temple qu'il n'a pas reconnu comme étant un lieu de culte, parce que c'est une maison assez banale, qui n'a rien pour la distinguer, ni clocher, ni statue, peut passer à côté d'un cimetière protestant que rien ne distingue de quelque chose de très discret, ne voit pas de procession, n'a pas ce décorum catholique. Et donc je dirais que cette espèce de contrainte qui a été imposée par la situation française, redoublée par l'éthique protestante de la modération, explique qu'aujourd'hui, pour reconnaître un lieu protestant, il faut avoir un œil de protestant. Et je prends le dernier exemple qui est l'existence du désert. On ne sait pas que quand les protestants ont été interdits de culte, ils ont repris dans l'Ancien Testament cette longue marche à travers le désert des Hébreux avant d'arriver un jour dans la terre promise. Dès lors, ils ont pensé que l'histoire qu'ils vivaient, qui était une histoire de persécution, redoublait celle des Hébreux de l'Ancien Testament, et ont fait leur culte là où ils le pouvaient, dans ce qu'ils appelaient les déserts, qui n'étaient autres que un lieu dans un bois, un croisement de chemins, rien qui ne le marque. Et aujourd'hui, si vous allez visiter du désert, vous êtes un peu désemparé, sauf si vous êtes accompagné par un protestant, parce que rien n'est un désert, et tout peut devenir un désert. En réalité, il faut avoir un regard protestant pour repérer un paysage protestant. C'est donc le regard qui fait le paysage. Autrement dit, le paysage est d'abord une construction humaine et pour moi culturelle, sociale, voire politique. Ce n'est pas un hasard si on parle des hauts lieux où siègent les gens importants, des basses contrées où le peuple se meut. Autrement dit, je crois qu'il faut lutter contre une vision j'allais dire faussement ou bêtement matérialiste du paysage, et il faut peut-être donner à d'autres disciplines, je pense à la sociologie et l'histoire et le droit parce que j'en suis un représentant, il faut donner à ces disciplines toute leur place pour expliquer que le paysage est bien plus que des arbres et des rochers, il est un lieu façonné, pas forcément matériellement, mais intellectuellement par l'homme pour le rendre vivable.